Tu es accroupi dans l'obscurité, il est 1 heure indue avant l'aube, et tu es éveillé depuis 2 jours. Ta proie est un cerf rouge ou peut être un cheval sauvage. Il est plus rapide que toi, plus fort que toi, et infiniment meilleur pour s'enfuir que tu ne le seras jamais. Tu n'as pas de fusil, tu n'as pas d'arc qui puisse l'abattre à 200 yards. Ce que tu as, c'est un bâton aiguisé, un corps qui se fatigue, et un esprit qui n'arrête pas de penser à quel point tu as faim et à quel point tes genoux te font mal. Et quelque part dans cette obscurité, un de tes ancêtres a plongé la main dans une bourse. Il en a sorti un morceau d'écorce, une feuille ou un champignon séché et l'a mis dans sa bouche. Ils ont pensé « ça va m'aider à tuer quelque chose ». Et voici la partie dérangeante. Ils avaient raison. C'est l'histoire de comment les humains anciens se droguaient pour chasser. Pas pour faire la fête, pas pour l'illumination, pas pour une quête de vision, pas parce qu'ils s'ennuyaient autour d'un feu. Pour manger, pour survivre, pour transformer un primate lent, faible, facilement distrait en quelque chose qui pouvait poursuivre un animal pendant 2 jours d'affilée et gagner. Parce que voici ce que personne ne vous dit sur l'histoire de la drogue de notre espèce. Ça ne commence pas par le plaisir. Ça commence par la prédation. Bien avant que quiconque se drogue pour échapper à la réalité, les humains se droguaient pour aller attraper la réalité par la gorge, et les preuves de cela sont véritablement stupéfiantes. Commençons par un problème simple et brutal. Les humains sont de terribles chasseurs. Sur le papier, nous ne devrions pas être des prédateurs au sommet. Nous ne sommes pas rapides. Notre vitesse de sprint maximale est une blague comparée à presque tout ce que nous voudrions manger. Nous n'avons pas de griffes. Nos dents sont embarrassantes. Notre odorat est faible. Si vous laissiez tomber un humain nu dans un paysage rempli de cerfs et d'antilopes, il mourrait de faim. Et si on lui disait d'attraper son dîner en utilisant seulement son corps, il mourrait de faim. Mais nous avons 2 choses. Nous avons un cerveau. Et nous avons de l'endurance. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'il y a une théorie appelée la chasse de persistance, étudiée par des chercheurs comme Daniel Lieberman à Harvard et Dennis Bramble. Elle a été publiée dans la revue Nature en 2004. L'idée est que les premiers humains ne distançaient pas leur proie. Nous avons duré plus longtemps. Nous sommes l'un des seuls animaux sur Terre à pouvoir transpirer efficacement sur tout notre corps en courant. Vous trouvez un animal, vous commencez à trottiner, vous ne le laissez jamais se reposer. Vous le suivez sur des kilomètres de campagne ouverte sous la chaleur du jour jusqu'à ce que son corps surchauffe littéralement et qu'il s'effondre. Et puis vous vous approchez et vous l'achevez. Maintenant, réfléchissez à ce que cela exige réellement de vous. Pas pour 1 minute ou 1 heure, mais pour des heures, parfois pour une journée entière. Tu dois ignorer la douleur, ignorer la faim, ignorer la partie hurlante de ton cerveau qui dit « Assieds-toi, tu es fatigué, c'est insensé, rentre chez toi ». Tu as besoin d'une concentration qui frôle l'inhumain. Et voici la question qui change tout. Et si tu pouvais prendre quelque chose qui te donnerait exactement cela ? C'est précisément ce que les gens ont fait partout dans le monde, indépendamment, encore et encore. Allons dans les Andes. Haut dans les montagnes d'Amérique du Sud, l'air est rare et le sol est impitoyable. Et les êtres humains y ont vécu et chassé pendant des milliers d'années à des altitudes qui laisseraient la plupart d'entre nous haletants. Ils avaient un secret, la feuille de coca, Erythroxylum coca, la même plante qui deviendrait finalement, sous une forme chimiquement concentrée et totalement pervertie, la cocaïne. Mais sous sa forme de feuille naturelle, mâchée lentement avec un peu de cendre ou de chaux pour libérer les alcaloïdes, le coca fait quelque chose de remarquable. Il supprime la faim, supprime la fatigue, atténue la sensation de froid et te permet de continuer à bouger en altitude quand ton corps te supplie d'arrêter. Et ce n'est pas une habitude récente. Des archéologues dirigés par Tom DeLay ont fouillé des sites dans la vallée de Nanchoc, dans le nord du Pérou, et ils ont trouvé des feuilles de coca mâchées aux côtés de morceaux de chaux minéral utilisés pour les activer, datant d'environ 8000 ans. Laissez cela pénétrer,
8000 ans. Les gens utilisaient un stimulant pour prolonger leur endurance physique avant les pyramides, avant l'écriture, avant la roue. Pour un chasseur traquant l'iguanico dans les hautes plaines, le coca n'était pas une drogue comme nous concevons les drogues. C'était un équipement et c'était autant un outil de chasse qu'une lance. Mais les Andes ne sont que le début. Parce que si tu veux voir l'exemple le plus étrange et le plus précis de cela, tu dois aller dans les forêts tropicales d'Afrique centrale. Au Gabon, chez les Babongos et leurs voisins, il existe une plante appelée iboga, Tabernanthi iboga. L'écorce de sa racine contient un puissant composé psychoactif appelé ibogaïne. À forte dose, elle produit l'une des expériences visionnaires les plus intenses, parfois durant plusieurs jours, connues de toutes les cultures humaines. C'est le sacrement de la tradition spirituelle bouddhiste et les Occidentaux d'aujourd'hui la connaissent surtout pour sa capacité étrange, encore à l'étude, à interrompre la toxicomanie. Mais voici la partie qui est omise dans les documentaires psychédéliques. À petite dose, l'iboga fait quelque chose de totalement différent. C'est un stimulant et il aiguise les sens. Et il existe des témoignages anciens de chasseurs utilisant de minuscules quantités d'iboga pour accomplir quelque chose de presque surhumain. Ils restent éveillés pendant de longues périodes sans nourriture et s'assoient parfaitement, anormalement immobiles en attendant leur proie. Ils se tiennent dans une position pendant des heures, alertes, patients, invisibles, jusqu'à ce que le moment de frapper arrive. Réfléchissez-y un instant. Un être humain assis dans l'obscurité de la forêt, se dosant juste assez d'une plante puissante. Ils deviennent de meilleurs prédateurs à l'affût, non pas pour halluciner, mais pour chasser. Ce n'est pas du divertissement, c'est de la biotechnologie, des milliers d'années avant que nous ayons un mot pour cela. Maintenant, allons encore plus au nord, jusqu'aux confins gelés du monde. Nous traversons la Sibérie, chez des peuples comme les Koryaks, les Tchouktches et les Kamtchadals. Il y a un champignon que vous reconnaîtriez probablement même si vous ne l'avez jamais vu en vrai. Il est rouge avec des taches blanches. C'est le champignon des jeux vidéo, celui que Mario mange, Amanita muscaria, l'Amanite tumouche. Et il est véritablement, sérieusement psychoactif, rempli de composés comme le mucimol qui produisent un état modifié étrange, onirique, parfois extrêmement désorientant. Et c'est là que l'histoire devient presque trop belle. Il existe une relation bien documentée et profondément étrange entre ces peuples de Sibérie, ce champignon et les rennes. Les rennes adorent l'Amanite tumouche. Ils la recherchent activement, la mangent et s'intoxiquent. Et les chasseurs humains le savaient. Certains récits décrivent des chasseurs utilisant l'effet du champignon sur les rennes à leur avantage et consommant eux-mêmes le champignon. Il existe même des rapports enregistrés par les premiers ethnographes de personnes buvant l'urine de ceux qui avaient consommé le champignon. Parce que les composés actifs traversaient le corps toujours puissant, de sorte que l'intoxication pouvait être transmise et prolongée. Je vous avais prévenu que ça allait devenir étrange. Maintenant, s'agissait-il toujours de la chasse elle-même ou du monde qui l'entoure? C'est là la véritable profondeur de cette histoire, et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Car pour nos ancêtres, la chasse n'a jamais été seulement l'acte physique de tuer. Elle était enveloppée dans quelque chose de plus grand, rituel, croyance, le sentiment que l'animal devait être persuadé, honoré. Pisté dans le monde des esprits avant de pouvoir être pisté dans le monde physique. Et c'est là que les peintures rupestres entrent en jeu. Au fond de grottes comme Lascaux en France et Altamira en Espagne, vieilles de plusieurs dizaines de milliers d'années. Nous trouvons certains des arts les plus époustouflants que l'humanité ait jamais produits. Chevaux, bisons, cerfs, aux roches, rendus avec une habileté et une confiance qui stupéfient les artistes modernes. Et pendant longtemps, les gens ont supposé qu'il s'agissait simplement d'images, de scènes de chasse, d'un journal préhistorique de ce que les gens mangeaient. Mais c'est là que ça devient intéressant. Un archéologue nommé David Lewis Williams a proposé quelque chose de bien plus provocateur dans son livre L'Esprit dans la grotte, publié en 2002.
Il a soutenu qu'une grande partie de cet art a été créée dans et à propos des états modifiés de conscience, la transe, la vision. Il a souligné les motifs géométriques qui apparaissent aux côtés des animaux, les zigzags, les grilles, les points, les spirales. Il a noté que ce sont exactement les types de formes que le système nerveux humain génère pendant les états de transe profonde. Il les a appelés phénomènes entoptiques. L'idée est que les chamans sont entrés dans l'obscurité de la grotte, ont atteint un état modifié. Parfois, peu être à l'aide de plantes, de rythmes ou d'épuisement, ils peignaient les visions qu'ils avaient. Des visions dans lesquelles la frontière entre chasseur et animal se dissolvait, et ce lien entre la transe et la chasse n'est pas une supposition gratuite. Nous pouvons observer cela car cela se produit encore aujourd'hui. Dans le désert du Kalahari, le peuple San, l'une des cultures humaines continues les plus anciennes de la planète, pratique une chose appelée la danse de transe. Chasseurs et guérisseurs dansent autour d'un feu pendant des heures, parfois toute la nuit, jusqu'à ce qu'ils entrent dans un état modifié profond, entraîné par le rythme, l'épuisement et l'hyperventilation. Et dans cet état, ils décrivent une transformation, devenant l'animal, exploitant une sorte d'énergie qu'ils utilisent pour la guérison et pour la chasse. Aucune drogue exotique requise, juste le corps humain poussé à ses propres limites chimiques. Alors maintenant, nous devons poser la grande question, celle qui se trouve en dessous de tout cela. Pourquoi ? Pourquoi le cerveau humain est-il si prêt, si désireux d'être modifié ? Pourquoi ce même schéma, consistant à utiliser des substances et des états pour chasser, survivre, aller au-delà de la conscience ordinaire? Pourquoi apparaît-il dans les Andes, au Congo, en Sibérie et au Kalahari, et dans des cultures séparées par des océans et des milliers d'années qui ne se sont jamais parlé? Et c'est là que l'une des idées les plus controversées de tout ce domaine fait irruption. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse du singe défoncé, avancée par Terence McKenna dans son livre de 1992, Food of the Gods. Et je veux être très clair ici. La plupart des scientifiques n'acceptent pas cette théorie. Elle est spéculative, difficile à tester et facile à tourner en ridicule. Mais il vaut la peine de la comprendre car elle pose une question qui refuse de disparaître. L'idée de McKenna était la suivante. Alors que les premiers humains traversaient les prairies d'Afrique en suivant des troupeaux d'animaux, ils auraient rencontré des champignons psilocybines dans les excréments de ces animaux. Et il a cité des recherches, notamment les travaux d'un scientifique nommé Roland Fischer au milieu du XXe siècle. Ces recherches suggèrent que de très faibles doses de psilocybine peuvent en réalité affiner l'acuité visuelle. Si cela est vrai, a soutenu McKenna, alors un premier humain qui aurait mangé une infime quantité de ces champignons deviendrait, brièvement, un meilleur chasseur. Des yeux plus perçants, des réactions plus rapides, plus d'énergie, plus de volonté de prendre des risques, ce qui signifierait plus de nourriture, plus de survie, plus de progéniture. Encore une fois, c'est une science contestée. Mais si l'on écarte le mysticisme psychédélique et que l'on regarde l'affirmation centrale, elle n'est soudainement plus si folle que cela. Parce que nous l'avons déjà vu. La coca améliorant l'endurance dans les Andes. L'iboga améliorant l'immobilité au Gabon. Des stimulants et des états modifiés utilisés sur toute la planète pour rendre les humains meilleurs dans la tâche la plus importante qui soit, obtenir le prochain repas. Et voici la partie qui devrait vraiment vous arrêter net. Cela ne s'est pas produit seulement dans des endroits chauds et riches en plantes. Considérez le tabac. Quand la plupart d'entre nous pensent au tabac, ils pensent aux cigarettes, à une habitude qui a peu, être quelques centaines d'années, un produit du monde moderne. Nous ne pourrions pas avoir plus tort. Des archéologues travaillant sur un site appelé Wishbone, dans le désert du Grand Lac Salé, dans l'Utah, ont trouvé des graines de tabac carbonisées dans un foyer ancien de chasseurs-cueilleurs. Cette découverte, publiée par Darren Duke et ses collègues dans la revue Nature Human Behavior en 2021. Alors voici ce sur quoi je veux que vous réfléchissiez vraiment. Nous avons tendance à raconter l'histoire des drogues comme une histoire de déclin, de faiblesse, de personnes fuyant leurs problèmes, engourdissant leurs douleurs, s'éloignant de la réalité. Et parfois, bien sûr, c'est cela.
Mais ce n'est pas par là que cela a commencé. Ce n'est pas la racine profonde. La racine profonde est l'inverse. C'est une histoire d'atteinte vers la réalité et de tentative de la maîtriser. C'est l'histoire d'un primate lent, doux, sans griffes, regardant un paysage rempli d'animaux plus rapides, plus forts et refusant de perdre. D'une espèce qui ne pouvait pas développer de griffes, alors elle a développé une relation avec les plantes autour d'elle à la place, car elle ne pouvait pas distancer ses proies. Alors elle a réingénieré son propre système nerveux, temporairement, chimiquement, pour combler le fossé. Quand un ancien chasseur mâchait de la coca pour grimper plus haut, ou prenait une dose d'iboga pour rester plus immobile, ou mangeait un champignon pour voir plus net, il ne se retirait pas du monde. Il s'engageait, plus intensément que nous ne pouvons l'imaginer. Et cela recadre quelque chose en nous qui est incroyablement profond. L'impulsion que vous ressentez pour une tasse de café avant une longue journée. La façon dont nous nous tournons vers une substance pour nous concentrer, pour nous pousser, pour performer. Ce n'est pas un vice moderne boulonné sur un corps pur et naturel. C'est l'un des instincts les plus anciens de notre espèce. Le chasseur avec la feuille de coca et l'employé de bureau avec l'espresso font, au niveau de la biochimie, presque exactement la même chose. Emprunter un avantage à une plante pour faire quelque chose de difficile. C'est un peu dérangeant quand on y pense. Parce que cela signifie que la ligne que nous traçons entre nous, les modernes rationnels, et eux, les ancêtres primitifs qui fouillaient dans une poche dans le noir, est bien plus fine que nous aimons le prétendre. La poche a juste changé de forme. Maintenant c'est une tasse, une canette, une pilulier, un distributeur automatique à 15 heures, et cela signifie quelque chose de encore plus grand sur la façon dont nous sommes devenus ce que nous sommes. Nous n'avons pas conquis le monde naturel en nous tenant à l'écart de lui, propre et séparé et supérieur. Nous l'avons conquis en nous dissolvant dedans, en le mangeant, en le mâchant, en le brûlant, en le respirant. En laissant la chimie des plantes et des champignons parmi lesquels nous vivions atteindre nos cerveaux et nous transformer. Juste assez longtemps pour gagner la chasse et vivre un jour de plus et avoir les enfants qui finalement nous ont tués. Alors la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un parler des humains qui se défoncent comme si c'était une triste invention moderne, un signe de notre décadence, souvenez-vous du chasseur dans le noir. 2 jours sans sommeil, un bâton affûté, un corps qui aurait dû lâcher, fouillant dans une poche non pour fuir la chasse, mais pour y survivre. Parce que cela n'a jamais été une question de plaisir, ce n'était pas une récréation et ce n'était pas de la philosophie. C'était une ingénierie de survie inscrite dans notre espèce si tôt et si profondément que nous la portons encore chaque jour sans même nous en rendre compte. Et il y a un morceau de cette histoire dont presque personne ne parle jamais, parce que si se défoncer nous a aidés à chasser, alors cela n'a pas seulement rempli nos estomacs. Cela peut être discrètement remodelé la chose même qui nous rend humains en premier lieu. Et c'est là que cela devient vraiment étrange.